Bienvenue à ce quatrième webinaire sur le développement des jeunes enfants en période de pandémie. Comme à l'habitude, cette série est animée par Isabelle Vinet, experte en prévention des comportements perturbateurs durant la petite enfance et directrice exécutive au CEDJE, au Centre d'excellence. Et puis, nous avons le bonheur aujourd'hui d'accueillir Michel Boivin pour co-animer cette session avec Isabelle. Donc, Michel est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le développement social de l'enfant et professeur de psychologie à l'Université Laval. Il dirige un programme de recherche sur les composantes biologiques, psychologiques et sociales du développement des jeunes enfants qui s'appuie sur plusieurs études longitudinales auxquelles je pense Isabelle a référé quelquefois durant les précédents webinaires. On a la chance, oui, aujourd'hui, on va explorer un peu plus le monde des relations entre pairs et on a la chance d'avoir Michel avec nous. Bonjour, Michel, de Québec, Kamouraska. De Kamouraska. De Kamouraska. Donc, Ottawa, Montréal et Kamouraska aujourd'hui. Dans mon grenier, là. Dans ton grenier. Tu sais comment ça me fait plaisir que tu aies accepté l'invitation. Donc, bien sûr, je vais débuter, je reviens vers toi, mais tu te permets d'intervenir quand tu veux. Alors, je vais débuter la présentation. Bon webinaire à tous. Alors, oui, relations entre pairs. Oui, dans un climat où actuellement, il y a moins de ces contacts-là, distanciation oblige, mais la force de ces relations-là, tous les apprentissages qui se font à travers ces relations particulières qui sont les relations entre pairs. Donc, pourquoi aussi, bien qu'il y a une évidence de plaisir et d'apprentissage, mais pourquoi est-ce que la recherche, ou est-ce qu'on sait de plus précis sur l'importance de ces relations-là? Donc, d'une manière générale, bien que ce ne soit pas le seul facteur, bien sûr, qui explique le développement global harmonieux des enfants, eh bien, à travers les relations qui se développent tranquillement et au rythme que se développent ces relations-là, avec les caractéristiques particulières, bien, on apprend avec nos pairs, avec nos amis, dans un groupe, dans des petits liens d'amitié, à comprendre les normes, les normes sociales, ce qui est permis, les règles. On a référé à l'importance pour les enfants à un moment donné de comprendre que les autres aussi ont des intentions, des besoins et il y a des règles à suivre. Donc, c'est un contexte particulier pour le développement de ces habiletés-là. Les habiletés sociales, en général, on va y revenir dans 2 petites minutes, mais particulièrement dans le monde là, du contrôle de soi, c'est-à-dire le développement de ma capacité d'inhibition, de permettre à l'autre de faire les choses, d'attendre mon tour et tout. C'est beaucoup parce que je suis en relation avec mes pairs que j'apprends ces choses-là. Les relations entre pairs positives, de concert avec ce qu'est l'enfant, ses caractéristiques. Il y a beaucoup de différences individuelles, on le sait, dans comment les enfants sont aptes à développer des relations positives ou ont besoin de plus de soutien ou moins de soutien. Mais on sait que ces relations-là, d'une manière générale, elles sont associées à la persévérance scolaire et à la réussite scolaire. Et plus on intervient tôt à faire en sorte que les enfants développent des relations positives, plus il semble qu'on a un impact sur l'acceptation sociale des enfants. Quelque chose qui est très important dans un contexte aussi où on veut essayer de prévenir les situations où les enfants sont perçus négativement et sont peut-être mis à l'écart. On en parle un peu plus tard. Donc, on a parlé, si vous étiez là la semaine dernière, dans le grand monde des habiletés sociales, là, qui est toute une série de comportements très variés. On a abordé davantage la 3e boîte, là, les habiletés, le comportement prosocial, qui fait partie d'une manière plus générale des habiletés qu'on dit de coopération, où on inclut partage, offrir de l'aide et inviter un ami à jouer. On a aussi abordé, il y a quelques semaines, la compétence émotionnelle. Et ça fait partie de ces habiletés qu'on veut développer, comprendre mes émotions, celles des autres, m'y ajuster, avoir le droit de les exprimer et les exprimer au lieu d'exploser et être capable de réguler avec de l'aide tranquillement ces émotions-là. Ça fait partie de bien vivre avec les autres. En fait, les habiletés sociales, c'est ce qui nous permet de vivre en harmonie avec les autres et d'être bien avec les autres. Donc, pas juste faire plaisir aux autres. Puis ça, c'est une petite nuance que parfois on amène, c'est que si vous prenez des évaluations sur des grilles d'évaluation qui mesurent le partage, il y a des enfants qui peuvent avoir un score des fois assez élevé au niveau du partage, mais dans les faits, quand on regarde et on met en contexte ces données-là, on se rend compte que c'est peut-être un petit peu plus un enfant qui laisse aller, qui ne s'affirme pas. Et qui, donc, est-ce que c'est vraiment du partage? C'est des questions qu'on se pose. Mais donc, d'une manière générale,
la prosocialité est quelque chose d'important, mais aussi l'affirmation positive de soi. Les habiletés, la quatrième boîte, l'habileté d'inhibition des gestes agressifs, c'est très important si on veut être bien dans un groupe de pairs, si on veut être accepté d'un groupe de pairs, donc développer autour du contrôle de soi, le soutien que l'on donne, ça fait partie de ce monde-là. Mais la première case, on l'a moins abordée, les habiletés de communication, qui sont davantage reliés à être quelqu'un qui écoute et qui a des bonnes capacités d'écoute. Je dis souvent, c'est pas évident, hein, l'écoute active et ce que ça veut dire, même pour nous les adultes, là, une écoute, ça veut dire montrer de l'intérêt, regarder dans les yeux les personnes qui me parlent. Et ça, je tiens à faire une nuance, c'est pas autant regarder dans les yeux l'adulte. Hein. Il y a toutes des différences culturelles, des fois, des choses qui ne sont pas permises pour certains enfants par rapport aux adultes ou aux parents. Mais c'est vraiment l'habileté enfant, là, que je regarde un ami qui me parle, que je lui pose des questions sur ce qu'il vit, que je lui montre de l'intérêt. Et quand je dis c'est pas naturel pour bien des adultes, des fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui rapportent des fois tout à eux et qui ne nous posent pas de questions sur ce qu'on vit. Donc, des fois, on choisit de moins parler de ce qu'on vit à ces personnes-là et plus à celles qui ont développé. Mais d'une manière générale, les enfants, il y a un petit pourcentage d'enfants qui assez naturellement les ont. Et c'est des enfants qui sont très appréciés des adultes et des pères parce que c'est des enfants intéressants, ils nous envoient une image positive. Autant le côté prosocial, ils veulent nous aider, mais autant, comment vas-tu aujourd'hui? Puis, parle-moi, t'es allé à tel endroit en fin de semaine. C'est des comportements qui sont pas naturels. On peut les apprendre, qu'ils soient d'encourager la pose de questions juste parce que l'enfant en pose une question et on lui dit c'est le fun quand tu as posé la question à l'ami sur pourquoi son chat est-il malade, tu lui as montré de l'intérêt, c'est chouette. On peut les encourager aussi, donc, ces habiletés-là, d'une manière générale. Donc, ce qu'elles sont, et ce que l'on sait un peu plus largement de comment ça se développe les relations positives entre pairs. On vous a soumis une question sur à quel âge croyez-vous que les relations, précisément d'amitié qu'on a mis dans la question, ont le plus d'influence selon l'âge. Je ne sais pas, Pamela, si on a les réponses. Oui, on a les réponses. On a les réponses. Alors, 44% ont répondu que c'est entre 3 ans et demi et 5 ans. Et 38% ont répondu que c'est entre 6 et 12 ans. Et 13% ont répondu que c'est entre 1 et 3 ans. Et 5% ont répondu que c'est à l'adolescence. Merci. Intéressant. Je vais laisser Michel réagir dans 2 minutes. Je sais que ça t'intéresse toujours, ces chiffres-là. Mais si on regarde donc dans le temps, quand est-ce qu'on parle vraiment de liens d'amitié? Quand est-ce que ça a plus d'impact, ces liens-là? D'une manière générale, ce que j'ai mis, c'est un peu une gradation de comment, au niveau d'un développement normal, on voit des choses apparaître en termes de création d'interactions. D'abord, des interactions, nos tout petits ensemble, 1 an et demi, ils sont dans des interactions par le jeu, par le contexte dans lequel ils sont. Et graduellement, on peut voir tranquillement des petits indicateurs de liens d'amitié se mettre en place. Il semble que ça débute d'abord par une proximité. Je développe quelque chose avec un ami qui partage un espace de jeu avec moi. Je vais laisser Michel commenter tout ça. Graduellement, on se rend compte aussi qu'on a discuté justement la capacité, la cognition sociale, la capacité à comprendre que les autres ont des émotions et qu'est-ce qu'un comportement acceptable. Je vais peut-être commencer aussi à faire des choix comme enfant par rapport avec qui j'ai envie de jouer. Et ces choix-là peuvent être multiples, des intérêts communs sur la base des comportements. Du genre, je sais qu'il y a des choses qui semblent être là. On choisit des partenaires de jeu aussi d'une manière particulière. Et avec le temps, il y a des choses qui s'appellent, on se regroupe, on devient une gang et il y a une influence différente. Donc, j'avais le goût de tendre de céder la parole, Michel, par rapport à ce que les études, et je sais que depuis plus de 30 ans, là, avec tes collègues, vous suivez des cohortes d'enfants, des jumeaux, entre autres, puis vous regardez comment se développent plein de choses, dont les relations entre pairs. Donc, je te laisse partager ton point de vue. Oui, merci Isabelle pour cette belle introduction. Mon premier commentaire va être sur le sondage qui donne des résultats mais vraiment très similaires à notre sondage précédent auprès de nos auditeurs anglophones. Donc, et c'est étonnant de voir que, encore là, c'est la période de 3 à 5 ans qui est identifiée comme
comme ayant le plus d'impact potentiellement, et très peu à l'adolescence. Je vois là un peu le reflet de l'influence du Centre d'excellence et l'encyclopédie qui met l'accent sur le 0-5 ans. En fait, ma réaction, c'est que si je devais répondre à cette question-là, je dirais en anglais all of the above, c'est-à-dire toutes ces périodes sont importantes. Et donc, pourquoi? Ben parce que les relations entre pairs, c'est d'abord un construit qui est en développement et que pour rendre justice à ce phénomène en développement, qui va aussi servir des objectifs différents, donc ça va permettre d'atteindre certains objectifs de développementaux chez l'enfant. Pour rendre justice, il faut qu'on puisse mesurer ces choses-là très tôt et de façon continue. Alors, la façon dont on le fait, nous, comme chercheurs, c'est qu'on distingue 3 niveaux d'analyse, si on veut, pour lesquels on va avoir des mesures très spécifiques. Il y a d'abord le niveau de ce qu'on appelle le comportement ou l'interaction, qui est le fondement de ce qui va suivre, c'est-à-dire qu'est-ce que les enfants font, qu'est-ce qu'ils ont dans leur bagage de compétences pour interagir avec les autres. Donc, c'est vraiment axé sur le comportement. Le deuxième niveau, c'est celui de la relation, c'est-à-dire qu'après un certain temps, comme Isabelle l'a mentionné, on va observer des récurrences chez les enfants dans leur comportement, orientés vers certains individus. Et puis, sur cette base-là, on va pouvoir établir qu'il y a une relation qui s'établit. Avec qui, donc, les enfants vont-ils s'affilier? Donc, on est plus dans la mesure de l'affiliation. Et puis, tout ça va aussi se complexifier avec le temps et pour aller vers, mais ça commence aussi très jeune, parce qu'on va voir les premiers signes très jeunes, c'est tout ce qu'on pourrait identifier comme étant le réseautage d'amis, le groupe de pairs. Donc, il y a comme 3 niveaux d'analyse qui nous permettent de rendre justice à l'aspect, parce qu'on va se centrer sur l'un et l'autre des aspects, pour rendre justice au caractère développemental, si on veut, de cette question des relations entre enfants. Alors, vous avez déjà compris que ces différents niveaux vont pas se développer au même moment, vont prendre de l'importance relative à différents moments dans le développement. Mais chacun des niveaux aussi va se complexifier, c'est-à-dire que les interactions vont devenir, les comportements vont devenir de plus en plus complexes. Les relations aussi vont devenir de plus en plus complexes et aussi, permettre à l'enfant d'atteindre certains objectifs développementaux, contribuer à son développement de différentes façons. Et puis aussi, la question des réseaux et du groupe de pairs vont devenir importants, plutôt vers l'âge, je dirais, de la préadolescence et de l'adolescence. Donc, il y a un changement à la fois de niveau, puis il y a des changements aussi de complexité à l'intérieur des niveaux. Peut-être parler plus spécifiquement de la question de la relation d'amitié, ce qu'on appelle en anglais le friendship, là, en quoi ça contribue ou ça peut contribuer de façon distincte d'autres types de relations qu'un enfant peut développer, en particulier avec le parent. En quoi est-ce que la relation d'amitié avec un autre enfant permet de quelle façon elle se distingue? D'abord, elle se distingue parce que c'est une relation qui, au contraire de la relation avec l'adulte, est une relation, en principe, avec des égaux, entre égaux. Hein? Les enfants sont des jeunes enfants. Il n'y a pas un parent qui contrôle les règles ou qui dit ce qui doit être fait ou qui a la connaissance et qui la transmet à l'enfant. C'est vraiment 2 enfants du même niveau qui ont sensiblement le même niveau de développement. Donc, cette relation entre égaux est une caractéristique assez unique qui la distingue de la relation avec le parent. Et l'autre aspect de la relation d'amitié qui est assez unique aussi, qui la caractérise par rapport à d'autres types de relations, comme le fait d'avoir des amis de garderie que l'on voit à l'occasion, c'est son caractère ou d'autres relations, simplement les relations de connaissance, c'est qu'elle est mutuelle. C'est-à-dire que la relation d'amitié, elle vient d'un choix mutuel. Je te choisis comme ami et tu me choisis comme ami. Et c'est ça qu'on définit comme étant une relation d'amitié. Alors, ces relations d'amitié et les relations plus largement entre pairs vont servir certaines fonctions de développement.
en assurant d'abord un contexte. C'est un contexte de développement parce que au sein de ces amitiés partagées, l'enfant va développer ses habiletés de communication, ses habiletés de coopération. Il va apprendre à coopérer avec autrui. Il va aussi apprendre à négocier des choses. Et puis, ça se met progressivement en place, évidemment, au cours de l'âge préscolaire. Mais aussi, il va être confronté à des désaccords, à la compétition dans une certaine mesure. Et puis, il est sain qu'au sein de ces relations, l'enfant puisse développer harmonieusement la façon de traiter ces questions, ces contextes de compétition, des accords. Donc, on peut dire que au tout début, la fonction de ces relations entre pairs, c'est d'assurer un groupe de compagnons avec lequel il va pouvoir partager, compagnon, compagne, avec lequel il va pouvoir partager un certain nombre d'activités, surtout centrées sur le jeu. Je pense que vous avez un webinaire sur le jeu. Il y a toute une parenthèse qu'on pourrait ouvrir, mais qu'on n'a pas le temps de faire ici, quant à la complexification du jeu avec le développement et auquel participent donc les individus qui seront les amis. Les relations entre enfants ont aussi cette fonction, particulièrement au sein des relations d'amitié, ce sont en quelque sorte, on peut les voir comme des agents de socialisation. Les enfants sont des modèles les uns pour les autres. Donc, le fait de développer des relations nous permet de favoriser l'imitation. On sait que c'est très important, particulièrement à la petite enfance. On va voir les enfants de 18 mois, 2 ans. Il y a énormément d'imitation et beaucoup de plaisir d'ailleurs à le faire. On voit que les enfants ont beaucoup de plaisir à s'imiter. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être sélectionné par l'espèce ici pour montrer que, pour favoriser en quelque sorte ces activités d'imitation, qui sont en soi un vecteur de développement. Les pairs aussi, les amis sont bien placés, vont aussi donner un feedback, donner une rétroaction sur nos façons d'agir. Donc, il y a déjà une information que l'enfant peut acquérir pour canaliser en fait ses comportements. Et éventuellement aussi, les pairs, les relations, les autres enfants vont aussi sanctionner. Et puis, on y viendra de façon plus marquée lorsqu'on parlera plus tard de la question du rejet et de la victimisation par les pairs, qui peut être vue dans une certaine mesure comme aussi une réponse de la part du groupe au comportement qui peut être jugé inapproprié. Donc, on le voit, les enfants, les autres enfants, les relations entre enfants donnent un contexte où tout ça peut s'épanouir. Alors, à quel moment peut-on parler de relations d'amitié qui sont vraiment pas encore consolidées, mais certainement émergentes? Je pense qu'on peut parler autour de 4 et 5 ans, où on commence à voir des relations réciproques. C'est-à-dire que l'enfant va choisir un ami et puis il va se faire choisir également. On le voit très tôt, peut-être un peu plus tôt sur le plan des comportements. Il va y avoir des préférences. Lorsqu'on observe les comportements, il va y avoir des préférences déjà basées sur les activités, les préférences pour les activités. Et souvent, on voit ça émerger sur le plan de la préférence pour les pairs de même sexe. Un des aspects qui définit beaucoup les réseaux sociaux, les relations d'amitié au préscolaire, c'est la structuration progressive entre pairs de même sexe. Les garçons vont préférer les garçons et les filles vont préférer les filles. Alors, ça se passe déjà vers la fin du préscolaire. Et ces relations, comme le dit Isabelle tout à l'heure, sont fondées d'abord sur la proximité physique, ensuite sur des activités partagées, mais progressivement, vers la fin du préscolaire, progressivement au scolaire, à l'âge scolaire, il va y avoir des préférences qui vont être l'objet de choix, c'est-à-dire que les enfants vont développer eux-mêmes leur propre, pas uniquement basé sur la proximité physique, mais aussi fondé sur un partage d'abord d'activités, un partage de préférences, et puis progressivement, ils vont se développer entre eux des normes et des valeurs qui vont être communes. Donc, l'affiliation, les liens d'amitié vont se faire beaucoup sur ces aspects-là. Mais là, on parle vraiment de développement, d'aspects du développement qui se produisent peut-être plus vers la fin de l'enfance, le début de l'adolescence. Donc, à ce moment, autour de la fin de l'enfance et du début de l'adolescence, les relations d'amitié vont aussi être un facteur important pour la validation de soi. C'est en se confrontant avec l'individu, en discutant avec son ami, en discutant avec lui, en échangeant, que l'enfant vient à se définir
sur le plan personnel, à comprendre un peu plus ce qu'il est, la façon dont il se comporte, quelles sont ses valeurs, mais avant ses valeurs, quelles sont ses compétences. Moi, je suis bon, par exemple, on le voit très bien dans la définition du concept de soi, qu'autour de l'âge de 8-9 ans, l'enfant commence à avoir une meilleure perception de lui, perception un peu plus claire, qui s'est fondée notamment sur les relations entre eux. Donc, ça pour dire que la réponse à toutes ces questions, c'est tout ça est important. C'est-à-dire que les relations d'amitié, on peut juger qu'elles sont importantes à chaque niveau, mais que, bien sûr qu'elles se mettent en place au préscolaire. Ça commence au préscolaire, mais les amis vont changer et les fonctions vont changer aussi. Merci, Michel. Puis tu abordais aussi le groupe, hein, il y a la relation d'amitié, de proximité, tout ça, puis il y a le groupe, les choix. Et qui dit groupe et acceptation, on dit aussi, il y a des enfants où les comportements vont être jugés négatifs. Puis tu parlais là, du rejet possible de certains enfants par le groupe, qui peut être juste un témoignage là, de comportement qu'on veut freiner. Donc, c'est ça, j'ai des diapositives qui se mettent toujours pas en place, mais qui s'en viennent sur ce principe du rejet. Mais rapidement, Michel, on sait que vous avez documenté que oui, du rejet par les pairs, ça existe. C'est le fait de choses qu'on peut voir peut-être même avant l'entrée à l'école primaire. Mais le rejet comme tel, on se dit, est-ce qu'il est plus lié à des caractéristiques d'enfants qui étaient là avant le rejet puis qui créent le rejet, ou c'est le rejet qui amène entre autres des signes de détresse chez l'enfant? Donc, d'une manière générale, j'aurais le goût, là, les diapos s'en viennent, mais dans vos études, Michel, vous êtes capable de dire que oui, attention, il y a des enfants qui ont peut-être des caractéristiques, qui vivent déjà des expériences dans un groupe de pairs. À quel âge vous voyez déjà les choses s'enligner au bout d'un rejet? On peut observer, c'est un peu cohérent avec ce que je disais tout à l'heure quant à l'émergence de relations qui sont un peu plus consolidées au préscolaire. Donc, déjà vers l'âge de 4 ans, on peut voir qu'il y a certains enfants, sur la base du rapport verbal des parents, qu'il y a certains enfants dont on dit qu'ils ont des difficultés sur le plan interpersonnel avec les autres. Je pense que si on faisait des observations en milieu de garde, je pense qu'on serait à même aussi d'observer qu'il y a certains enfants dont on dit d'eux qu'ils ne sont pas agréables à fréquenter. Alors, on parle de la distinction que je ferais sur le plan, si on veut être un peu pointu, c'est entre la perception générale des autres enfants envers certains enfants. Donc, on parle de rejet parce qu'on parle de perception négative que les enfants du groupe entretiennent envers certains enfants. Comme on pourrait parler de popularité, c'est un continuum, qu'on définit opérationnellement. On peut aussi parler des comportements manifestés, qui est une autre étape, si on veut. On peut entretenir des relations ou des sentiments négatifs, mais pas nécessairement se comporter négativement. Fait qu'on fait ces distinctions-là, mais ces choses-là, je dirais, émergent autour de l'âge de 4 et 5 ans, et puis prennent de l'ampleur et prennent de l'importance aussi dans les groupes scolaires. Et d'où l'importance, c'est ça, d'agir, de voir que oui, c'est possible qu'un enfant, on se rend compte qu'il est activement là, un peu commencé à mis à l'écart, et de se dire, OK, au niveau des caractéristiques de cet enfant-là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux développer, soutenir en soutenant la famille, en soutenant l'enfant? Mais je dois aussi agir sur le groupe, on y revient. Ce que tu disais tout à l'heure, la question du contrôle de soi, c'est vraiment un déterminant. Je pense pas qu'on puisse réduire le statut d'un enfant auprès de ses pairs, donc, et les expériences négatives qu'il peut vivre au simple fait qu'il se comporte de telle ou telle façon. Mais c'est un déterminant important qui est présent très tôt. Et bon, toute la question du contrôle de soi, si un enfant est agressif, hyperactif et impulsif auprès des autres, il va être perçu négativement éventuellement, ou aussi il va avoir un feedback comportemental négatif. Donc, oui. Et ça commence très tôt, et donc il faut intervenir très tôt. Il y a un petit groupe d'enfants dont on ne prend pas tellement notion au préscolaire, qui éventuellement va être aussi à risque de connaître des expériences négatives, mais beaucoup plus tard dans le développement. Par plus tard, j'entends vers la fin du primaire, par exemple, parce que ces caractéristiques d'inhibition, de gêne, de timidité, en fait, c'est pas tellement la gêne que la timidité que le retrait social, celle auto-initiée par l'enfant, c'est des caractéristiques qui vont être perçues négativement par le groupe, et ces enfants vont être
aussi plus à risque d'être victimisés. On voit des courbes grimpantes là, augmentant avec l'âge. Donc, ces deux aspects-là, mais ça veut dire que pour les enfants qui présentent des comportements externalisés, problèmes de contrôle de soi, il faut bien sûr intervenir le plus tôt possible. Et c'est ça que nos études laissent entendre. Puis tu nous invites bien à faire attention à ne pas avoir une relation causale à un enfant est rejeté à 4 ans, ben voilà, il va avoir plein d'autres problèmes, mais il y a des associations qu'on peut faire. Un enfant rejeté, on peut voir des signes, des risques qui se transposent avec ce développement, mais il n'y a jamais de... Il n'y a pas de stabilité parfaite. Les gens peuvent s'en sortir aussi, mais il y a je dirais qu'il y a un déterminant qui est propre à l'enfant, qui est présent et dont on doit se préoccuper très tôt pour essayer de modifier cette trajectoire-là, puis éviter aussi la question du développement aussi de réputation négative. Parce qu'à un moment donné, quand le cheval est parti, si on veut, que l'enfant a une réputation négative, il est rejeté, même s'il change son comportement, ça ne va pas nécessairement se traduire de façon immédiate par une meilleure acceptation de la part des autres. C'est comme un cercle vicieux qui se met en place, qui est consolidé puis qui est difficile à changer par la suite. Donc, de là l'importance d'intervenir tôt. Et parce que c'est ça, ces risques-là, vous en avez identifiés dans vos études et entre autres, on peut voir les traits de détresse, moins de motivation pour participer à la vie de groupe, que ce soit à la garderie, à l'école et pour les apprentissages. Puis la tendance peut-être à se regrouper avec d'autres amis qui ont des difficultés qu'on veut essayer de défaire par le choix, en sachant, comme tu disais tout à l'heure, la proximité est importante dans la création de liens d'amitié. On a peut-être des fois des choix qu'on peut faire en mettant peut-être 2 enfants plus ensemble dans un espace de jeu, par exemple. Oui, c'est un autre aspect des relations d'amitié qui peuvent avoir des effets pervers. C'est les relations d'amitié entre pères déviants. Exact. Bon, comme tu dis, une tradition d'intervention qui visait à les regrouper. Très mauvais. C'est que ça augmente, c'est comme une école du crime, j'exagère un peu en disant ça, mais c'est aussi des lieux d'apprentissage, 1 à 1 ou 2 à 2, qui font que les enfants vont apprendre d'autres moyens d'être délinquants, si on veut. Oui. Alors, donc, c'est cette idée de dire on va jouer avec un groupe de pères, puis aider peut-être avoir plus en tête un enfant, mais on travaille ça en groupe. On n'isole pas des enfants ensemble qui ont les mêmes difficultés pour travailler. De la même façon qu'on peut se servir par ailleurs des pères, je pense que tu vas en parler, pour aussi faire la promotion et sortir un enfant qui présente des difficultés de son trou social, si on veut, là, de ses difficultés sociales, en l'affiliant avec un père pro-social, mais aussi un père qui est valorisé dans le groupe, donc un haut statut, ça peut l'aider aussi à sortir. Exactement. Donc, c'est ça, donc cette idée dans les stratégies, la promotion, donc la compétence sociale, en mettant en place des stratégies, bon, il y a des programmes qui existent et tout ça, mais l'idée de ces affaires-là, c'est de s'assurer tout le groupe va avoir un langage commun sur des comportements qu'on valorise. On va prendre le temps d'en discuter, ce qu'on appelle l'enseignement ou le modelage, la partie modelage dans ces enseignements-là, de faire de la pratique au quotidien, puis d'encourager au quotidien ces comportements-là. C'est le fait d'un groupe. On pense bien que le sentiment d'appartenance qui se vit dans un groupe aide certains enfants qui ont plus de défis à les développer, puis peut-être à jouer sur des caractéristiques individuelles qui fait que oui, si on veut pas qu'ils soient rejetés, il y a des choses qui doivent changer. Mais je sais que vous avez aussi documenté que bien que l'enfant progresse et qu'on prenait une grille d'analyse et qu'on regarde est-ce qu'il partage plus, est-ce qu'il demande plus, il se peut que la perception demeure négative du groupe. Alors, la seule manière d'arriver à se défaire ça, c'est en travaillant et en faisant voir les forces de l'enfant au sein du groupe. Donc, rapidement, si on regarde ce que font ces programmes-là, on prend un temps d'enseignement où on est calme, on est disponible, on utilise des histoires, des marionnettes et l'idée, c'est de donner envie aux enfants de pratiquer, de mettre en place et que même si je ne les comprends pas, on va m'encourager pour le faire dans les jours qui suivent et bien sûr, si on est enthousiaste, c'est dire que c'est donc important puis on a affiché le comportement attendu pour qu'il soit bien clair puis on décrit. Et puis, on joue le jeu comme adulte et ça devient plus clair. Puis, on peut à ce moment-là passer à l'autre étape qui est la pratique au jour le jour de ces habiletés-là. On a parlé de partage hier. Là, je viens de voir un ami qui a partagé, je suis content. Mais aussi, à l'inverse, ça n'a pas bien été. Là. On s'est arraché le jouet, puis le partage a été difficile. Comment je reprends ça par étapes dans une pratique? C'est-à-dire que je m'implique. Au début, je montre à l'enfant, je fais avec de manière très, très
très présente, comme l'image le démontre ici, là. On doit être impliqué plus qu'on le pense dans la pratique au quotidien. C'est pas parce qu'on en a parlé dans une histoire 15 minutes que c'est gagné. Personnellement, pour vivre avec des programmes d'entraînement aux habiletés sociales depuis plus de 25 ans, c'est le plus gros défi. C'est pas juste d'amener, illustrer, mais c'est de le rendre vivant au quotidien puis d'accompagner les enfants au quotidien pour voir les comportements, pour tous les enfants être de plus en plus présents. Et bien sûr, il y a des programmes à long terme et ce qu'on appelle les pratiques exemplaires qui nous ont démontré que bien sûr, enseigne-les, illustre-les, fais pratiquer. Mais l'importance de donner une attention positive de qualité, c'est pas de dire bravo à tout, puis de tout féliciter, puis de sortir plein de renforcements matériels. Il y a des fois, oui, pour les tout petits, avoir un petit pompon doux pour dire tu as été doux, tu as demandé, c'est une bonne idée. Mais bien sûr, on veut laisser aller ces stratégies-là pour que ça soit davantage l'enfant est fier de lui, puis il n'y a pas besoin de se le faire dire par d'autres manières qu'il s'en est rendu compte. Mais à l'âge où on est en train de se parler, c'est des choses qui se développent avec beaucoup de soutien au début, avec beaucoup de renforcement, mais être spécifique. Je donnais l'exemple un peu plus tôt, mais moi, dans ma carrière, au tout début, je croyais tellement au renforcement positif qu'un grand de 6 ans, un jour, me dit dans un camp de jour qu'on animait pour des enfants qui avaient des difficultés de comportement, il me dit, Isabelle, peux-tu utiliser un autre mot que bravo? Là, on dirait que tu dis juste ça. Mais cet enfant-là, ce qu'il me disait, ça n'a pas de poids, tu dis n'importe quoi. Donc, j'étais pas spécifique par rapport au comportement attendu. Puis, j'imagine que ça n'avait pas beaucoup de valeur pour cet enfant-là, mon bravo. Alors, il y a des fois aussi, notre défi, c'est que les comportements, on a beau sortir notre loupe, pour certains enfants, on va se dire, pour que je le renforce, il faudrait peut-être qu'il utilise ces stratégies-là, il les utilise jamais. Et des fois, en fréquence, c'est vrai qu'il y a des enfants que demander, attendre son tour, partager, proposer une idée de jeu, on les voit pas naturellement. Donc, c'est dur de les encourager, de donner de l'attention positive. Donc, c'est pour ça qu'une voix, et dans les travaux auxquels Michel a participé, une voix, c'est d'utiliser peut-être un talent caché qu'on met de l'avant dans le groupe, un sourire renforcé sur autre chose et d'ajuster nos stratégies d'encouragement pour aussi aller dans du renforcement indirect, dans du renforcement non verbal, un clin d'œil pour des enfants plus timides. Ça peut être une meilleure stratégie que de dire « Viens devant tout le monde parler de ton idée ». Et donc, cet ajustement-là, et quand c'est bien fait, les enfants, parce que c'est le poids de la relation est si importante, et d'abord les parents, quand ça vient des parents, quand ça vient des enseignants et des éducateurs, ça a beaucoup plus de poids. D'ailleurs, les programmes qu'on met en place, ça vient avec la formation des gens qui ont les relations les plus près des enfants parce qu'on sait que c'est là qu'il y a le plus d'impact. Ouvrir les projecteurs sur des talents cachés pour, encore une fois, dans l'idée que il y a certains enfants que c'est plus dur que d'autres, mais à l'exemple de cette petite fille-là, qui est peut-être intéressée, elle connaît des noms de certains pays, ben pourquoi pas, pour mettre en lumière ses forces et venir déjouer là, une perception peut-être négative du groupe envers cet enfant-là, mettre en lumière certains talents, ça peut être une voie pour certains enfants pour amener, changer un peu l'image négative dans le groupe et ça fait partie d'encourager les relations positives. Finalement, on sait que des stratégies de pairer, de pairage, l'idée, et Michel, tu le dis si bien, c'est important que chaque enfant ait au moins un ami, on ne vise pas le nombre, mais avoir un ami parce que dans la relation d'amitié que tu décrivais, il se vit, je me fais mettre des limites, je me fais aussi encourager dans des forces, mais j'apprends à réguler mes émotions parce que si je vais trop loin, mon ami ne voudra plus jouer avec moi dans cette proximité que l'on a. Donc, l'idée d'aller choisir un enfant et de dire, ben si c'est si vrai que la proximité est importante, ben encore une fois, déjouer un peu les choses puis m'assurer qu'il y a des enfants qui peuvent avoir une influence positive sur certains qu'on a plus en tête, mais de bien choisir. Si on veut faire des petites activités, il faut être là comme adulte parce qu'on ne veut pas recréer une situation où un des enfants va se fâcher, il ne veut pas m'écouter, il ne partage rien et là, on revit une situation où l'enfant est perçu négativement. Donc, il y a un bon lot d'études qui ont été faites, de programmes qui ont été mis en place dans cette idée de 1 à 1. Il y a des choses qui se vivent supervisées par l'adulte. Puis même à partir de ces contextes-là, on peut ramener à la lumière du groupe ces petits talents qu'on découvre parce que c'est plus facile de bien se comporter un enfant à la fois. Alors, je peux ajouter, l'ami est aussi, dans les cas où les enfants sont plus vulnérables, l'ami peut être aussi, surtout s'il est, bon, d'abord pro-social, tu l'as souligné, mais aussi il y a une certaine influence sur le groupe. Donc, s'il est plutôt populaire, il y a un statut élevé dans le groupe, cet ami-là peut jouer un rôle de protecteur. Donc, l'enfant est moins susceptible d'être la victime des conduites négatives de la part des autres, parce qu'il est en quelque sorte associé à quelqu'un qui est valorisé dans le groupe.
Puis il peut être aussi, ça peut être à ce moment-là être aussi un bénéfice pour la personne qui est l'ami, qui est l'enfant prosocial, c'est qu'il peut aussi donner du soutien à l'enfant. C'est-à-dire que s'il y a des événements négatifs, ben, il peut déjà aussi soutenir cet enfant-là pour contrer les effets de ces événements négatifs. Donc, il y a aussi, dans la relation d'amitié qui se développe, que les deux peuvent bénéficier à ce moment-là. Oui, puis je pense que, tu sais, on sait que peut-être c'est peut-être plus facile avec les enfants un petit peu plus vieux, mais il n'y a rien comme tester des choses, puis avoir en tête ce poids-là, puis de se dire, oui, je peux peut-être aider un enfant par une relation 1-1 que je favorise, que j'encourage, puis que je suis là. Si ça se passe pendant un jeu libre, je suis assise pas loin de ces deux enfants-là pour être sûre que les bonnes choses se passent. Cette partie terminerait celle où Michel et moi n'étaient plus actifs. De retour à toi, Christelle, pour les questions. Peut-être pour ouvrir la séance de plénière, j'inviterai à nouveau ma collègue Pamela avec une question pour Michel ou Isabelle. Donc, Pamela, je te laisse la parole. Merci Christelle et merci aussi à Isabelle et Michel pour les échanges et la bonne présentation. Ma question, c'est pour Michel. Vous avez expliqué tout à l'heure comment les relations se construisent au fil du temps, combien elles sont vraiment importantes pour un développement sain. Alors, j'aimerais savoir dans quelle mesure pensez-vous que les relations conflictuelles entre, disons, les frères et sœurs peuvent affecter le développement de l'enfant? Merci. C'est les relations fraternelles ou entre frères et sœurs? Ce sont des relations assez particulières qui, d'une certaine façon, peuvent se situer entre la relation parent-enfant et la relation entre pères, entre enfants, selon l'âge. Ce qui caractérise les relations entre frères et sœurs, c'est qu'elles sont souvent fondées sur une différence d'âge importante. Ça peut être, la relation d'âge peut être minime, et à ce moment-là, la relation peut ressembler plus à ce qu'on observe entre enfants de même âge, donc entre pères. Mais elle peut être aussi plus grande. Et à ce moment-là, on se retrouve sans nécessairement être dans une relation parent-enfant, mais ça peut l'être. Il peut y avoir une relation de soutien qui se développe entre le plus vieux ou le plus vieil et le plus jeune. Et donc, les fonctions ici peuvent évoluer en fonction de ou s'ajuster en fonction de ces différences d'âge. C'est un élément important. Il n'y a pas de réponse complète par rapport à ça, mais il est certain que ce qui peut être très dommageable, c'est si on se retrouve dans un contexte où le plus vieux qui prend avantage du plus jeune. Donc là, vraiment, on est dans une situation véritablement de victimisation parce que, pour des raisons X, Y, Z, la personne, le frère et la sœur plus âgés commence à prendre avantage, à victimiser en quelque sorte. On est vraiment dans un contexte où il y a une différence de pouvoir et puis là, il peut y avoir de l'abus. Donc ça, c'est évidemment une chose à éviter à tout prix. Dans d'autres cas, on est plus dans un contexte où les enfants peuvent faire fonction de compagnons de jeu, en quelque sorte. Donc, on est plus près des relations entre enfants. L'autre caractéristique, et qui fait que ces relations-là sont assez particulières et auxquelles il faut porter beaucoup d'attention dans un contexte surtout de confinement qu'on vit actuellement, où la famille est réduite à son unité, les gens sont ensemble pendant de longues périodes de temps, c'est le fait que le frère et la sœur, on ne le choisit pas. Hein? Donc, c'est donné, on a les frères et les sœurs qu'on a, et puis on n'a pas le choix de quitter le contexte, surtout pas en situation de confinement. Donc, ça crée une relation très particulière. C'est une relation qui n'est pas nécessairement choisie, c'est une relation qui est à long terme, hein, parce qu'on a les frères et les sœurs pour toute notre vie, donc on peut pas décider de ne plus avoir de frères et de sœurs, donc surtout lorsqu'on est jeune enfant. Donc, ça aussi, ça va avec le confinement. Donc, si la relation est mauvaise et négative et adverse pour un des deux enfants, c'est sûr que ça pose un problème. Et puis, c'est surtout aussi le fait que, et c'est particulièrement crucial dans les temps qu'on vit, c'est que la relation entre enfants et la qualité de la relation entre frères et sœurs, ça va aussi conditionner la qualité, parce qu'ils vivent dans un réseau familial, c'est une famille, donc ces relations-là vont aussi affecter l'ensemble de la famille. Donc, c'est certainement des relations auxquelles il faut porter beaucoup d'attention. Mais j'ai pas de solution. Je pense que
ce sont des relations auxquelles les parents doivent porter énormément d'attention, particulièrement dans les temps qui courent pour les raisons que j'ai mentionnées. Là. Puis moi, j'aurais le goût de simplement demander aux gens qui sont dans l'auditoire de voir s'ils ont des suggestions aussi quant à la... Michel, juste une petite clarification. Je sais que vous documentez, des fois, vous dites que ces relations-là très particulières, là, outre le fait que quand il y a un rapport de force là, de trop grand là, entre un plus vieux ou un rapport de contrôle, c'est quand même, il y a des comportements qui, ben, moi, je vais dire exécrables là, entre frères et sœurs qui inquiètent souvent les parents parce qu'ils se disent, ben là, mon enfant, qu'est-ce qui va arriver quand il va être dans son groupe d'amis, au centre et puis ou à l'école? On s'inquiète beaucoup, mais souvent, ce que je comprenais, c'est qu'il faut les voir, ces relations-là, comme des laboratoires où les enfants testent aussi là, jusqu'où ils peuvent aller. Un peu comme lorsqu'on a parlé d'autorégulation, on teste les limites, puis on dit, hop, si là, ça a été vraiment trop fort, je ne fais pas ça. Tu sais, j'aiguise un peu. Tu es d'accord avec ce constat-là aussi, aussi pour se dire, non, ça ne veut pas dire que si ces comportements-là sont présents entre frères et sœurs, que automatiquement, ça va être présent entre amis. Hein? C'est vraiment différent. Non, hein? mais on comprend que, surtout s'il y a une différence d'âge substantielle qui permet à l'un, si c'est un échange, donc de bons procédés, puis des fois il y a des chicanes, puis tout ça, puis c'est tout à fait naturel. Mais dans un contexte où il y a un déséquilibre d'âge, un déséquilibre de pouvoir, puis que de façon persistante, c'est toujours le plus vieux, le plus en moyen de le faire, qui taquine de façon appropriée, inappropriée, exagérée, permanente, discrédite l'autre, ben c'est pas un contexte favorable à son développement. Est-ce que ça va avoir des répercussions à long terme? Bon, je suis pas en mesure de le dire, mais c'est certainement pas un contexte de soutien qu'on souhaite, de genre de relation qu'on souhaite à l'intérieur de la famille. Particulièrement où ces jours-ci, il n'y a pas moyen de sortir. Là. On est dans un contexte de confinement. Alors, et ça finit par... ma crainte, c'est dans ce contexte-là, c'est que ça finit aussi par taxer tous les membres de la famille. Donc, je pense qu'il faut porter attention à ça, sans nécessairement penser que, bon, il y a péril dans la demeure, puis que l'enfant va avoir des problèmes. Et sans nécessairement... souvent, c'est des relations aussi très contextualisées, sont propres à la relation fraternelle, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. C'est simplement un contexte qui est développé, qui est dyadique, qui est propre à la relation. On ne peut pas dire que l'enfant qui tire avantage de son frère et de sa sœur va nécessairement devenir un bully. Si ma sœur était ici, elle vous parlerait de... J'avais 5 ans de différence. Je ne sais pas toujours très agréable quand j'étais adolescent. Mais je me dis un bully. Merci. On a une question, Jessica Monette, qui a levé la main. Alors, je vais ouvrir votre micro, puis je vous laisse la parole pour poser votre question. Allez-y. Oui, alors, bonjour. Moi, je me pose la question face à la pandémie. J'ai mon fils qui vient d'avoir 14 mois, puis mon intention, c'était de le mettre en service de garde le plus tôt possible. Mais là, la pandémie est arrivée, puis c'est inquiétant pour les parents d'envoyer leurs enfants en service de garde. Mais moi, je me demande jusqu'à quel point, si j'attends, et j'attends un petit peu plus longtemps, jusqu'à quel point ces relations, ces habiletés sociales vont être affectées et comment que je pourrais essayer de continuer à l'aider à évoluer de ce côté-là sans le mettre en garderie. Mais en même temps, je veux juste à attendre de voir comment les choses vont aller avant de faire cette décision-là, de le mettre ou non. Moi, personnellement, je travaille dans un service de garde, puis c'est surtout dans mon service que je vais voir comment il applique les mesures de sécurité en service de garde qui va peut-être un peu influencer ma décision envers quand je vais le mettre en service de garde. Mais de ce côté-là, je suis quand même inquiète par rapport au fait qu'on ne va pas dans les bibliothèques, qu'on ne va pas dans les cours de piscine, on reste à la maison, on fait ce qu'on est supposé faire, mais est-ce qu'il va vraiment avoir un grand retard de ce côté-là? Moi, j'évalue les enfants, au chaque 6 mois dans nos groupes de bambins, dans nos groupes de présco, puis je suis assez, assez informée pour dire que oui, ça va avoir un impact, mais je m'inquiète jusqu'à quel point. Je ne sais pas si vous pourriez donner plus d'informations là-dessus. Isabelle, veux-tu moi, je dirais un mot, c'est que la question de la socialisation des enfants dans les services de garde, elle est relativement récente dans l'espèce humaine.
ce qu'on a documenté depuis 50, 60 ans, c'est que les aînés qui ont vécu comme des enfants uniques pendant un certain temps, les enfants aînés ne sont pas différents, plus, comment dire, moins bien développés sur le plan cognitif, sur le plan social, sur le plan interpersonnel, que les enfants qui sont nés par la suite. Donc, je ne me préoccuperai pas trop de cette question-là. Bon, sur le plan intellectuel, si vous voulez que votre enfant se développe, j'imagine qu'il est possible, il n'y a rien de plus approprié que de commencer à lire à votre enfant, de vous créer des moments avec des livres appropriés pour l'âge qu'il a, à 18 mois. Mais on sait qu'on peut déjà partager du temps comme adulte avec l'enfant en contexte de co-lecture. Et souvent, c'est très bénéfique pour le développement, certainement des habiletés de langage, mais on sait que ça détermine bien des choses par la suite. Donc, voici une activité qui est possible de faire en confinement avec votre enfant, qui a à la fois des répercussions sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan social-affectif, je dirais. Oui, c'est sûr que ça fait une belle différence, là. C'est des activités que je fais quotidiennement. C'est juste, je me demande qu'est-ce que je peux faire de plus que qu'est-ce que je fais déjà. Fait que la lecture, définitivement, continue. Avez-vous d'autres suggestions autres que ça? Ben, moi, si je peux me permettre, là, une chose, c'est que, vous savez, quand on a, je ne sais pas si vous étiez là dans les autres webinaires, mais tu sais, qu'on regarde les facteurs là, dans le temps qui influencent là, la compétence émotionnelle, donc d'être bien exprimer mes choses ou être capable de me contrôler dans mes comportements. À la base, là, ça passe par un enfant qui est dans une relation chaleureuse avec des parents. Donc, et quand on parle d'habileté sociale, puis que ça commence tôt et tout, quand on parle de socialisation, Michel, il le nommait tantôt, tu sais, on parle plus, mais fin de la période préscolaire, il y a des liens d'amitié qui se créent et tout. Puis, quand on parle de mettre de programmes en place, c'est davantage avec des enfants de 3 ans et demi et plus. Puis, cela dit, oui, il y a plein d'enfants qui n'y vont pas en milieu de garde, puis ils n'ont pas, au niveau, en tout cas, des recherches démontrent pas qu'ils ont vraiment moins d'habileté sociale. Ils arrivent peut-être avec des différences à l'entrée à la maternelle ou apprendre à se contrôler, attendre son tour. Il faut qu'ils le développent entre septembre et décembre, là, mais ils le développent. Il y a les différences que là, on a. Par rapport à l'école que je m'inquiétais, là, par rapport à la rentrée scolaire, dans le fond, que mes inquiétudes étaient plus, là. Alors, il n'y a pas de grande différence. Vous dites que c'est quand même très possible pour eux d'acquérir là, des habiletés. Surtout pour les aînés qui ont été, à un moment ou l'autre, des enfants uniques à l'époque où il n'y avait pas nécessairement de système de garde, montre que, bien au contraire, souvent, les enfants aînés ont des avantages, même sur le plan intellectuel. Bon, les données ne sont pas si claires, mais certainement, il n'y a pas vraiment de différence dans l'ordre de naissance. L'ordre de naissance, malgré ce que certains ont prétendu. S'il y a quelque chose, il y a peut-être un avantage à être un aîné. Mais donc, s'il n'y a pas de données probantes sur ce plan-là, vous êtes dans ce contexte-là. Hein. Vous êtes avec votre enfant qui est l'aîné dans la famille, qui a un contact privilégié avec ses parents pendant un certain temps. Donc, c'est tout à son avantage, il me semble. Avec les parents qu'Isabelle mentionnait. Puis, vous savez, la compétence émotionnelle qui est en regardant les livres, bon, vous dites que il y a le contact avec le livre qui est bon, on sait, pour le goût de la lecture et tout ça, mais par les livres où on voit les manifestations d'émotions, où on peut en discuter, il est fâché, pourquoi il est fâché, regarde comment il est fâché, comment ça s'exprime, puis regarde l'autre personnage, il est triste. C'est à la base la reconnaissance des émotions. Puis avec 14 ou 18 mois, c'est là qu'on est aussi être tranquillement dans une compréhension de soi, comment je me ressens, pour éventuellement l'autre. Fait qu'on est tellement dans des choses où je me dis ça, là, quand vous me posez la question, qu'est-ce que je peux faire moi à la maison, puis votre inquiétude, puis bon, tu sais, de rentrer un peu plus tard, puis dans le contexte et tout, dans une relation où vous êtes là, on vous entend bien, vous êtes hyper investi avec votre enfant, puis que, ben oui, s'il y a des choses qu'on peut faire au niveau qui peut aider ultimement à la socialisation, mais tout ce monde-là de reconnaissance des émotions est pas à négliger, hein. C'est vraiment une base importante. Oui, puis il faut dire aussi que les parents ont une influence limitée sur les enfants. Les enfants ont leurs propres caractéristiques et aussi leur propre dynamique de développement. Alors, les parents peuvent contribuer, les parents apportent un environnement sécuritaire, ils développent une relation sécuritaire avec leur enfant, ils leur apportent tout ce qu'ils peuvent leur apporter, mais l'enfant aussi va prendre sa trajectoire en fonction de ses... C'est rassurant, Michel, hein? C'est de se dire aussi, là, OK, il faut se calmer un peu le pompon. Oui, c'est ça. C'est pas les parents qui déterminent tout là, chez l'enfant. Merci Jessica pour votre intervention. Et puis, Michel, Isabelle, pour
pour votre réponse. Écoutez, on est déjà arrivé au bout de ce webinaire. Ça a passé vite, vite, vite. Donc, on vous remercie encore une fois d'être avec nous cette semaine et puis au plaisir de vous retrouver. Prenez soin de vous. À bientôt.